Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Lépine. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Et il y a un an, tu as sorti le livre L'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail aux éditions du Seuil. C'est un livre très important puisqu'il parle d'un sujet majeur et qui est totalement invisibilisé par les médias. C'est aussi un livre poignant dans lequel tu racontes les histoires de travailleurs et notamment de jeunes qui sont morts au travail, ainsi que le combat de leur famille pour obtenir justice. Et on te remercie donc d'être venu aujourd'hui pour nous en parler. Il faut savoir qu'en France, le travail tue 2 fois par jour. On compte en moyenne un mort par jour travaillé dans le secteur du BTP. En 2022, 738 salariés ont perdu la vie dans le secteur privé. Et plus de 1200 morts par an sont liés au travail, que ce soit par des accidents, des maladies, etc. Curieusement, l'extrême droite ne fait que parler d'insécurité, alors qu'il y a en moyenne 900 homicides par an en France, ce qui est bien sûr très choquant, mais c'est moins que les accidents du travail dont on ne parle presque jamais. Dans la presse, ces morts sont souvent relégués à la rubrique des faits divers, d'accidents isolés, ou alors ils sont désincarnés sous forme de statistiques, alors même que ces morts ont des causes systémiques, économiques, qui sont clairement identifiables et que tu expliques bien dans ton livre. Alors pour commencer, on souhaiterait savoir pourquoi tu t'es intéressé aux accidents du travail. Alors j'ai commencé à m'intéresser à cette question en 2016, suite à une polémique en fait qui est déclenchée par des propos tenus par Emmanuel Macron à l'époque. Alors en 2016, il n'est pas encore président de la République, il est ministre de l'économie. Et à la veille de se rendre au Forum économique mondial de Davos, il déclare qu'au sein de l'entreprise, l'entrepreneur est celui qui prend tous les risques car il peut tout perdre lui et n'a aucune garantie. C'est presque mot pour mot les mots qu'il a employés. Et c'est ce tout perdre, lui, qui, à l'époque, va déclencher des débats et qui, moi, va faire que, peut-être pour la première fois, je vais vraiment m'intéresser à cette question-là. Parce que, à l'évidence, entre l'esprit d'Emmanuel Macron et le nôtre, tout perdre au travail, ça ne désigne pas exactement la même chose. Lui, on peut aisément penser qu'il pensait à tout perdre sur le plan financier, économique. Tandis que dans l'esprit, dans le mien en tout cas, et j'étais pas le seul visiblement, tout perdre au travail, c'était perdre la vie. Donc il y a eu un débat, il a essayé de s'en expliquer, mais bon, c'était pas très très clair. Et moi en fait à l'époque, en fait en le prenant un petit peu au mot, j'ai commencé à rechercher qui perd la vie réellement au travail aujourd'hui, où en est-on. Sincèrement, je pense que comme beaucoup de gens, je n'avais pas conscience de l'ampleur de ce que c'était à ce moment-là, hein, la mort au travail. Enfin, il faut un peu s'en rendre compte quand on discute autour d'une table avec des gens. Les gens savent que oui, il est possible de mourir au travail, mais quand on leur donne les chiffres, quand on leur donne des données plus claires et amples sur le nombre, ne serait-ce que d'accidents du travail sur une année en France, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus d'1 million de déclarations d'accidents du travail par an en France. En plus, on est dans un pays où un accident du travail sur 2 n'est même pas déclaré, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Donc voilà, ça donne quand même un ordre d'idée. Alors le nombre de morts, en effet, n'est pas à la hauteur du nombre d'accidents, et heureusement, mais quand on s'imagine qu'il y a plus de 1000 morts par an liés au travail, ça fait quand même réfléchir. Et donc moi à l'époque je commence à mener des recherches à travers la presse quotidienne régionale en ligne parce que de toute façon il y avait que comme ça que je pouvais, enfin il y a que eux qui quotidiennement en parlent en réalité. Alors ce sont pas vraiment des articles, ce sont toujours des brèves. Si à l'occasion d'une page du Ouest France on apprendra qu'un homme est mort sur un chantier, qu'un ouvrier a fait une chute. Souvent, on sait même pas son âge. C'est un ouvrier d'une trentaine d'années, parce que c'est une estimation qui a été donnée par les pompiers ou par la police, et que le journaliste, lui, c'est des informations comme ça qu'il va glaner en fin de journée. C'est quasiment tout le temps classé dans la catégorie des faits divers. Ce qui fait que on verra entre les cambriolages, les accidents de la route et je sais pas moi quel autre type d'information que un homme est mort sur un chantier. Et
Ce qui est problématique, puisque du coup, chaque média comme ça, dans sa région, dans son département, établit un petit peu le même type de recensement, entre guillemets, de ces accidents du travail, mais le fait qu'ils soient classés dans les faits divers empêche de faire des liens entre tous ces accidents-là. Puisque du coup, si c'est un fait divers, bah, c'est un accident qui survient à une certaine occasion. Tandis que l'accident du travail, bah, en fait, par son ampleur, dans le temps, par son ampleur, si on regarde le nombre d'accidents, on dépasse largement la notion du fait divers. Et donc moi, j'ai commencé à ce moment-là à établir un premier recensement des accidents du travail. Je me souviens que les premières victimes sur lesquelles les premiers articles que je découvre, je me rappelle, il y en a un, c'était un apprenti bûcheron d'une quinzaine d'années. Et bon, moi, enseignant avec des élèves de quatrième, de troisième qui ont à peu près cet âge-là, c'est vrai que j'ignorais qu'il y avait des jeunes qui à 15 ans mourraient au travail en France. Enfin, franchement, peut-être que j'étais naïf à ce moment-là, mais je l'imaginais pas. Et donc je continue ce travail-là. Je commence à me nourrir un peu de livres, de ce qui existe, même s'il n'existe pas forcément énormément de choses sur le sujet. À l'époque, il y a un livre, moi, qui m'interpelle. C'est un livre qui est écrit par François Ruffin. Donc, avant de devenir député, il était journaliste à Amiens. Et en 2002, à Amiens, il y a un jeune travailleur qui décède sur un chantier d'insertion, qui s'appelle Hector Loubota. Il avait 18-19 ans. Et François Ruffin, donc, qui est journaliste à l'époque, va accompagner la famille dans toutes les démarches derrière judiciaires pour faire reconnaître l'accident et puis pour faire condamner ceux qui, à un moment, ont des responsabilités dans la mort de ce jeune garçon. Et donc, il a écrit un livre dans lequel il raconte toute cette histoire-là. C'est une vraie débâcle judiciaire, cette histoire, parce qu'elle a mis quasiment une vingtaine d'années avant d'arriver au bout. Avec voilà des acteurs qui se sont tous renvoyés la balle, qui se sont tous débinés, hein, parce que c'était un chantier de la ville d'Amiens. Donc à l'époque, le maire c'était Gilles de Robien, qui a été condamné avant finalement en appel d'être relaxé. Et donc ce livre, moi, il m'a quand même pas mal interpellé à l'époque. Encore une fois, c'était un jeune garçon qui mourait sur un chantier. Et donc j'ai continué ce recensement et ma démarche elle évolue vraiment en janvier 2019. En janvier 2019, il y a les morts successives de deux travailleurs qui vont particulièrement m'interpeller et me faire dire qu'il faut que j'essaye d'engager un travail plus visible sur cette question-là. Donc le 3 janvier 2019, c'est d'abord Michel Brahim, un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans qui était à la retraite, qui gagnait 700 € de retraite, donc une retraite très faible, et qui donc continuait de travailler. Il avait ce statut d'auto-entrepreneur, ce qui lui permettait d'avoir des périodes où il travaillait et des périodes où il profitait aussi de sa retraite avec sa famille. Et ce jour-là, il travaille donc sur la toiture de la préfecture de Versailles, et il est victime d'une chute, une chute qui malheureusement sera mortelle. Et donc on avait là un homme qui aurait dû être à la retraite, qui se retrouvait à continuer de travailler, qui avait ce fameux statut d'auto-entrepreneur dont on parle beaucoup ces 10 dernières années, on va dire, et qui mourait sur un chantier. Et 15 jours après, là en banlieue de Bordeaux, à Pessac, on avait un jeune livreur Uber Eats qui s'appelle Franck Page, qui avait 19 ans, et qui lui est renversé par un camion à l'occasion d'une course pour la plateforme. C'est à ma connaissance le premier livreur de plateforme qui est mort en France dans le cadre d'une course pour livraison de repas. Et donc en l'espace de 15 jours, on avait un homme qui aurait dû être à la retraite qui continuait de travailler, un jeune qui était étudiant et qui en parallèle de ses études et de la bourse d'études qu'il avait continuait, enfin travaillait lui-même, et tous les deux mouraient en travaillant avec ce statut d'auto-entrepreneur qui d'ailleurs fait qu'aucune de ces deux victimes ne sera reconnue dans les statistiques en fin d'année en 2019, puisque ce statut d'auto-entrepreneur fait qu'ils ne sont pas salariés et donc qu'ils n'entrent pas dans la définition des accidents du travail en France, puisque cette définition veut que la victime soit liée par un contrat avec son employeur. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce recensement, il fallait que je le rende beaucoup plus visible. À l'époque, on est au moment du mouvement des Gilets jaunes, et on a un journaliste, David Dufresne, qui lui fait un recensement des violences policières via un compte Twitter.
Et en fait, j'ai tout simplement, à ce moment-là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire exactement la même chose, reprendre la méthode, et j'ai créé un compte, donc, qui s'appelle Accident du travail, silence des ouvriers meurent. Et j'ai continué de recenser ces accidents du travail, et à chaque fois que j'en recensais un, j'interpellais via une publication la ministre du Travail, donc à l'époque c'était Muriel Pénicaud, à ce sujet. Et donc sur l'année 2019, c'est plus de 400 morts au travail que j'avais réussi à recenser. À l'époque, je recensais aussi les blessés graves. Je crois que j'avais dû lui envoyer cette année-là à Muriel Pénicaud plus de 1000 alertes, signalements sur cette question-là. Alors j'ai continué. Ça, c'était en 2019, on est en 2024, donc ça fait 6 ans maintenant que je continue. Je l'ai fait pareil avec Elisabeth Borne, avec Olivier Dussopt et aujourd'hui avec Catherine Vautrin. Euh, et voilà, après, ma méthode pour réaliser ce travail, bah, c'est d'avoir une vingtaine, disons, de mots-clés que je vais taper régulièrement sur des moteurs de recherche pour essayer de voir quelle est l'actualité. J'ai des Google Alerts qui me permettent parfois de pas aller chercher mais d'avoir l'information qui vient elle-même. Et surtout, le compte ayant gagné en audience et étant suivi depuis assez rapidement, il y a pas mal de monde qui a suivi. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé des liens, envoyé des témoignages, des choses qui par exemple n'avaient pas encore été dévoilées dans la presse. Encore là, dernièrement, quelqu'un alors parfois c'est le hasard, hein, c'est quelqu'un qui était voisin du chantier, c'est quelqu'un qui en a entendu parler. Ça m'est arrivé une fois sur un chantier du Grand Paris, quelqu'un qui me dit j'ai été à la boulangerie et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de camions de pompiers, on m'a dit qu'il y a eu un mort sur un chantier. Et à ce moment-là, personne n'en avait parlé. Et donc moi, ce que je fais dans ce genre de situation, parce que je peux pas prendre comme ça un témoignage et faire comme si les faits étaient clairement établis, parce que la personne peut très bien s'être trompée, avoir mal compris. Ce que je fais dans ce genre de situation, c'est que j'interpelle les médias locaux en leur disant il y aurait eu un mort, est-ce que vous en savez plus? Puis ils ont plus de temps et plus de moyens que moi pour aller vérifier. Et bon, quand ça touche les chantiers du Grand Paris, en règle générale, les gens réagissent très vite. Si c'est un chantier, un petit chantier de province, ça intéressera moins, peut-être la presse locale, mais ça intéressera moins en tout cas les médias nationaux. Et donc tu as fait ce gros travail de recensement, donc tu disais depuis 2019, sur Twitter. Et ensuite tu as sorti donc ce livre en 2023. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre-là? Alors ce livre, moi lorsque j'ai démarré ce travail de recensement, j'avais pas du tout cette ambition d'écrire un livre, j'y pensais même pas du tout. Et en fait, ça vient tout simplement d'une proposition qui m'a été faite par la maison d'édition du Seuil, qui m'a contacté et qui m'a proposé, parce qu'à l'époque, je tenais ce compte où je fais mon recensement, mais en parallèle, j'écrivais aussi notamment des portraits de victimes. C'est à partir de 2020 que j'ai commencé à faire ça et je l'ai fait à la demande de familles de victimes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces familles de victimes, un matin, parce que c'est beaucoup de femmes en fait, leur mari est parti travailler, leur fils est parti au boulot et il est jamais revenu. Et on se sent à ce moment-là terriblement démuni. On ne sait pas à qui faire appel, qu'est-ce qu'on doit faire, comment se défendre. Et donc, les gens, lorsqu'ils allaient sur Internet et qu'ils tapaient accident du travail, ils tombaient sur mon compte. Et donc, comme ça, très rapidement, des gens sont venus me contacter. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai proposé d'écrire. Parce qu'en fait, ce que redoutent beaucoup ces familles, c'est que leurs proches tombent dans l'oubli. Qu'ils soient partis un matin au travail, qu'ils ne soient jamais revenus et qu'on passe à autre chose. Parce que dans les entreprises, ils passent à autre chose. C'est ça qui est horrible, hein, c'est dans l'entreprise, un ouvrier décède. Je dis pas que ça ne touche personne, non, c'est pas ça. Mais c'est que voilà, on va en recruter un autre et l'entreprise continuera d'avancer. La famille qui perd son fils, son frère, son conjoint, là, il reviendra pas. Et donc, il y a cette volonté aussi qu'on ne l'oublie pas, voilà, que il y a une question de mémoire aussi à respecter. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire des portraits de ces victimes. Le premier, c'était Romain Torres, c'était un jeune apprenti bûcheron de 17 ans. Le hasard a fait que le suivant, c'était aussi un jeune bûcheron. Et puis comme ça, j'en ai écrit plusieurs.
Et donc c'est, je pense aussi ça, le compte Twitter, ce que je pouvais écrire, qui a interpellé la maison d'édition, l'éditrice du Seuil qui m'a contacté et qui a fait qu'on m'a fait cette proposition que bah, j'ai accepté parce que je trouvais l'enjeu aussi, le défi entre guillemets, parce que c'est quand même, faut écrire un livre. Euh, j'avais jamais écrit de livre, quoi, donc c'est quand même un gros travail à faire. Donc bah, voilà, j'ai répondu favorablement et puis j'ai mené ce travail. Voilà, je m'intéressais à ce moment-là déjà depuis 2016 à cette question, donc j'avais quand même pas mal déjà de choses à raconter, quoi. Mais dans un livre, il faut aussi après une démarche un peu plus, sinon scientifique, en tout cas plus carrée, plus structurée, voilà, à adopter. Et donc il a fallu mener ce travail. J'ai mis un peu moins d'un an à l'écrire, quoi. Et il est sorti ouais, en mars 2023. Euh, Pourquoi tu penses ou comment tu expliques que ce sujet qui est majeur soit si peu médiatisé, en tout cas dans les médias nationaux, comme tu le disais, et, et comment se fait-il enfin, comment est-il traité dans les médias régionaux, quand il est traité, quoi. Alors dans les médias régionaux, il est toujours traité sous l'angle du fait divers. Donc c'est vraiment le journaliste en fin de journée, il fait une espèce de tournée un petit peu des services de police, de pompiers, d'urgence. C'est comme ça qu'il récolte tout un tas d'informations. Et en règle générale, c'est ce qui finira dans cette fameuse colonne des faits divers. Donc souvent, c'est des informations qui sont peu détaillées. On va connaître le métier de la personne parce que bah, les pompiers sont rendus dans une exploitation agricole, sur un chantier, dans une entreprise, dans une usine. Donc souvent, on connaît, sinon le métier de la personne, le secteur. Et c'est pour ça que souvent on voit un homme est mort, un salarié, un employé, alors que la plupart du temps ça devrait être un ouvrier, parce qu'en fait c'est presque tout le temps des ouvriers, ouvriers du BTP, ouvriers agricoles, ouvriers du bûcheronnage, ouvriers de l'industrie, etc. Mais on a inventé comme ça tout un tas de mots pour ne plus dire le mot ouvrier, on dit technicien, on dit agent, on dit plein de choses, quoi. Mais en réalité, tous ces mots, ils veulent à peu près dire ils veulent à peu près dire la même chose. Et donc souvent, c'est l'angle du fait divers. Donc on connaît peu d'informations. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir l'iconographie lorsqu'il y a parce que moi, c'est des articles en ligne que je lis. C'est toujours un camion de pompiers, quoi. On a un homme est mort, on a un camion de pompiers, et puis on a 2, 3 informations. C'était à tel endroit, tel jour, et puis c'est tout. Parfois, le journaliste va aller un peu plus loin parce qu'il a eu davantage d'informations et ça arrive, hein, dresser un portrait de la victime, interroger la famille, c'est beaucoup plus rare. Souvent, c'est plutôt à l'entreprise à qui on donne la parole, l'entreprise qui est souvent toujours dévastée. Et moi, à chaque fois, ça m'interpelle parce que j'ai envie de dire, mais interroger la famille, parce que s'il y en a bien qui doivent être dévastés ce jour-là, c'est bien quand même les proches. Et mais bon, je tire pas non plus sur ces journalistes-là parce que on sait comment c'est aussi aujourd'hui le monde des médias. Il y a de la pression, il y a beaucoup de choses, et donc bah ça joue aussi parfois sur la qualité du travail, quoi. Et quant aux médias nationaux, là, pour qu'ils s'y intéressent, il va vraiment falloir que ça touche un chantier emblématique ou une grosse entreprise. On l'a vu tout dernièrement, il y a eu un accident un accident mortel sur un chantier au Futuroscope. Et je crois que tous les médias de France ont fait un article sur ça. Quelques jours plus tôt, un autre ouvrier était décédé dans les mêmes conditions sur un chantier de réfaction du toit d'une grange. Et lui, à part Vosges Matin ou Vosges Info, je sais plus, personne n'en a parlé. Et donc on voit que selon le chantier où on décède, selon l'entreprise à laquelle on appartient, eh bien, l'information ne vaut pas d'être relayée de la même façon. Et pourtant, dans les deux cas, un homme est mort, un ouvrier est mort, un ouvrier a fait une chute, et pourtant, l'un a le droit, enfin, le droit. Dans l'un des cas, on en parlera beaucoup, et dans l'autre, on en parlera beaucoup moins. Et voilà, s'il y a un exemple encore plus flagrant, c'est le Grand Paris. Là, vraiment, le Grand Paris, quand un accident survient sur le Grand Paris, c'est un bandeau d'informations même sur BFM, quoi. Et tandis que le reste du temps, pour qu'il y ait un bandeau d'informations sur les accidents du travail, ça n'arrive jamais. Et donc on voit bien que finalement, c'est pas tellement les accidents du travail qui les intéressent,
c'est l'accident du travail, il ne vient la plupart du temps que pour illustrer un autre sujet qui, lui, est considéré comme étant plus important. Donc là, bah, c'est les JO, en fait. Ou l'été. L'été, vous verrez cet été, ça sera la même chose. Jamais on s'intéresse autant aux couvreurs que l'été, dans les périodes de canicule. Tout le monde va sur un toit interroger un couvreur qui la plupart du temps est même pas attaché et on monte faire son boulot. Mais le reste du temps, le couvreur, en fait, on en a rien à faire. Là, ce qui l'intéresse, c'est qu'il faut incarner le sujet de la canicule, comme il faut incarner le sujet des Jeux Olympiques. Et donc ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, parce que moi, en fait, je suis le nez dans ces articles-là, enfin, pas toute la journée, mais tous les jours en tout cas. Et c'est vraiment le fait que l'accident du travail n'intéresse pas en tant que tel. Il intéresse pour venir illustrer un autre sujet. Alors pourquoi ces accidents du travail n'intéressent pas? Parce que c'est à la fois un problème médiatique, mais c'est aussi un problème politique. Parce que sur le plan politique, il suffit de regarder les débats dans période électorale. On n'en parle pas, ou très très peu, ou à la marge, hein, vraiment. Alors ça, il y a plusieurs causes à mon avis. On pourrait d'abord pointer, j'en ai parlé juste avant, l'identité des victimes. Ce sont des ouvriers. Les ouvriers sont déjà très sous-représentés dans les médias, dans le monde politique. On s'intéresse déjà pas à eux quand ils sont vivants, alors quand ils sont morts, encore moins peut-être. Et ensuite, je pense que l'une des raisons principales tient aussi du fait que pour beaucoup de gens, finalement, les accidents du travail, la mort au travail, c'est quelque chose qui relève de la fatalité en fait. C'est les risques du métier, c'est la faute à pas de chance. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et parfois même, c'est quelque chose qui est dit par des travailleurs eux-mêmes, qui vont dire bah oui mais nous on fait un métier où il y a des morts. Bah ouais, mais c'est un raisonnement qui est mortifère en fait, ce raisonnement-là. Parce que si on se contente de dire c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance, c'est la fatalité, etc. Bah en fait, on abandonne l'idée de ne plus avoir de mort au travail. Moi, je supporte pas d'entendre le risque zéro, ça n'existe pas. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'envoient pas leurs enfants sur des chantiers où le risque d'être victime d'un accident il est important, ou alors ils réfléchiraient pas comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un siècle, si on avait réfléchi comme ça, on n'aurait pas créé l'inspection du travail, on n'aurait pas créé le code du travail, on n'aurait pas dédié un ministère à la question du travail, même si bon, il y aurait des choses à dire sur ce ministère, mais à l'époque, le ministère du travail, il est créé après, en 1907, ou 1906, là j'ai un trou. Après, je crois que c'est 1906, la catastrophe de Courrières, qui est la plus grande catastrophe minière, industrielle, et même le plus gros accident du travail qu'on a jamais connu en Europe. C'est 1099 morts. Et c'est suite aux grandes manifestations qui ont été déclenchées dans tout le bassin minier dans le nord de la France, je crois que c'était plus de 30 000 mineurs en grève à l'époque, que le ministère du Travail est créé. Et donc on voit bien qu'à l'époque, il y avait quand même cette idée du progrès, de l'amélioration des conditions de travail. Et heureusement qu'ils ne se sont pas dit c'est la fatalité de mourir à la mine. Alors évidemment aujourd'hui on n'en voit plus 1000, 2000, 3000 personnes travailler dans des mines. Mais on a parfois des conditions de travail sur certains chantiers ou dans certaines usines qui interpellent, hein. Franchement, moi, quand j'ai lu le bouquin de Éric Louis, donc c'est un ouvrier cordiste qui parle du travail de cordiste dans des silos dans l'agroalimentaire. Et il a fait un livre qui s'appelle On a perdu Quentin, qui raconte la mort, je crois, de Quentin Zaraoui Bruat, je crois que c'est en 2016 si je me trompe pas, qui est décédé dans un silo de sucre à Bazancourt dans l'est de la France. Et il faut voir quand même les conditions de travail. Donc c'est des cordistes, c'est des personnes qui travaillent en hauteur, qui doivent s'accrocher à une corde pour aller travailler dans un environnement qui nécessite qui ne permet pas d'avoir un échafaudage parce que il y a de la hauteur. C'est des gens qu'on peut retrouver, par exemple, souvent dans les médias, on vous les montre les cordistes quand ils travaillent sur la Tour Eiffel. Et on nous montre, regardez le métier de cordiste, la vue, c'est magnifique comme métier. Ouais, le métier de cordiste, ça peut aussi être aller dans un silo de sucre et aller décolmater le sucre au fond du silo. Donc c'est des personnes, elles montent en haut du silo,
elles sont accrochées à une corde, elles redescendent accrochées à leur corde jusqu'en bas, elles arrivent là où le sucre est aggloméré, et là, il faut aller avec une pioche taper. Et moi, j'en parle dans le livre, ça me fait vraiment penser aux conditions de travail dans les mines. On arrive là, alors l'été, il fait là-dedans, je sais plus, c'est 40 degrés. C'est un environnement avec beaucoup de poussière, donc on voit rien. On peut plus communiquer avec l'extérieur. On arrive avec sa pioche, avec sa lampe torche, et on est là pour venir décolmater. Je savais même pas moi que je pensais que c'était des machines moi qui faisaient ça, mais non. Pour aller décolmater la drèche, donc c'est des résidus de céréales ou de sucre qui sont restés colmatés dans le silo. Et il s'avère que ces 10 dernières années, notamment des personnes qui travaillaient pour l'entreprise Cristal Union. Donc c'était toujours des intérimaires, hein, toujours des jeunes intérimaires, des travailleurs qui venaient travailler pour Cristal Union, qui sont décédés dans des silos, dans des conditions à chaque fois, voilà, qui sont des conditions dramatiques. Hein. Sur la question médiatique, à un moment dans ton livre, tu parles du fait que la conscience collective et la conscience de classe s'étiolent à cause de la généralisation de la sous-traitance et de l'éclatement des collectifs de travail. Et est-ce que tu ne penses pas que cette invisibilisation médiatique est symptomatique de la lutte des classes que mène la bourgeoisie, notamment grâce à ces médias qui façonnent toute l'idéologie dominante? Ce qui est sûr, c'est que les médias, ils répondent à... Aujourd'hui, il y a une hiérarchisation de l'information dans les médias. Donc, tel ou tel sujet, à un moment, sera digne d'arriver dans les sujets qu'il faut aborder, et d'autres ne graviront jamais finalement les échelons. D'autant plus qu'on parle de médias qui sont la plupart du temps détenus par des grands patrons d'industrie aussi. Je pense que ça fait partie de la question, même si moi j'ai déjà eu des journalistes avec qui j'ai eu des conversations très intéressantes et qu'on fait des super travaux sur la question, qui travaillaient pour BFM, qui travaillaient donc. Il s'agit pas de dire que les journalistes peuvent rien dire dans ces médias-là, mais je pense que dans une salle de rédaction, il y a des discussions aussi qui ont lieu. Et moi, des fois, des journalistes me racontent ce qui se dit, quoi. Il y en a une fois, elle a proposé un papier sur les accidents du travail et on lui a dit, c'était en plein été, ben, c'est pas très sexy comme sujet l'été d'aborder cette question-là. Ou bon, il n'y a pas d'actualité en ce moment sur cette question-là. Alors qu'on l'a rappelé tout à l'heure, il y a 2 morts par jour, donc l'actualité, en fait, elle est constante. Reste à savoir quelle est la place qu'on veut lui donner. Et à l'évidence, souvent, cette place-là, elle est mineure quand elle existe, parce qu'elle n'existe pas, elle n'existe pas toujours. Même si j'ai tout de même l'impression que ces dernières années, le sujet est quand même un peu plus abordé. Voilà, depuis un an, il y a un collectif de familles, par exemple, qui existe, qui s'appelle le collectif de familles Stop à la mort au travail, qui regroupe des familles de victimes. Aujourd'hui, c'est une trentaine de familles de victimes qui sont regroupées dans ce collectif. Et ces familles font pas mal bouger les lignes, notamment localement dans leur région, dans leur ville, où bah voilà, elles font parler de ce collectif, elles font parler de ce sujet, et ça fait que j'ai l'impression tout de même que le sujet remonte un petit peu dans l'ordre des priorités, mais malheureusement, voilà, là par exemple, en ce moment, l'actualité, ça va être les JO là dans les semaines à venir, et quoi qu'il se passe, voilà, ce sujet-là l'emportera sur tous les autres. Ce qui est sûr, c'est que le fait que ce soit des ouvriers qui meurent au travail joue dans le fait que les journalistes et les politiques s'y intéressent ou non. Et tu parlais notamment du fait que c'est des sujets qui sont traités comme des faits divers, la plupart du temps, et qu'en fait les journalistes ne font pas de lien entre les différents accidents. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer les principales causes que l'on retrouve dans les différents accidents, les liens qu'il peut y avoir entre ces accidents, et oui, un peu les principales causes systémiques en fait de ce problème, de ces graves accidents, quoi. Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a des causes qui sont structurelles. Dans la quasi-totalité des cas, c'est l'organisation du travail au sein de l'entreprise, sur le chantier, au sein d'une telle exploitation, qui à un moment est à repenser, est à retravailler, et en tout cas sur laquelle il faut essayer d'agir. Cette organisation du travail, ces dernières années, elle est
elle fait qu'on a une intensification de façon assez générale du travail. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'études qui en parlent sur le fait qu'il faut travailler vite, sur la pression que les travailleurs peuvent avoir sur les épaules, sur les cadences, sur aussi la polyvalence qui est imposée de plus en plus. C'est-à-dire que on vous emploie en tant qu'intérimaire pour tel poste, et en réalité, dès le premier jour, on vous fait travailler sur un autre parce que un tel est absent. Bah toi, tiens, tu viens d'arriver, va le remplacer à ce poste-là. Et le problème, c'est que la plupart du temps, bah déjà, vous n'étiez pas là pour ça, vous n'avez pas signé pour ça, vous n'êtes pas nécessairement formé pour ça, vous n'avez pas nécessairement d'expérience. Mais par contre, on va vous demander d'être opérationnel tout de suite. Parce qu'il y a ça souvent avec les travailleurs intérimaires, quand ils sont recrutés, c'est qu'on veut qu'ils soient opérationnels maintenant. Et parfois, lorsque l'accident survient et qu'on dit à l'employeur, bah, il n'était pas formé, l'employeur, je raconte un de ces cas-là dans le livre, il y en a un une fois qui dit, mais en fait, s'il n'a pas d'expérience et s'il n'est pas formé, mais il a qu'à aller faire autre chose. Moi, je l'ai recruté pendant une semaine, j'ai pas le temps de le former. Donc c'est pour voir quand même aussi comment le travailleur lui-même est traité en tant que être humain, en tout cas comme en tant que personne qui parfois a besoin de formation, d'expérience, de soutien. Et c'est vraiment là, tu arrives ici, tu dois être opérationnel et tu dois l'être sur toute la période au cours de laquelle tu travailleras. Donc il y a cette question de l'intensification du travail qui fait que le travail peut devenir pénible, usant. Sur les cadences, par exemple, ou la pression. Là, je lisais un article tout à l'heure sur un chantier des Jeux Olympiques. C'est le chantier de la construction d'une tribune à Versailles. L'inspection du travail est intervenue et a fait fermer ce chantier, en tout cas temporairement, pour une question de danger imminent de chute, parce que les inspecteurs du travail ont constaté que les personnes travaillaient, mais pas du tout dans des bonnes conditions de sécurité sur le travail en hauteur. Et donc le chantier a été arrêté et l'entreprise se défend en disant bah oui mais nous on va avoir des pénalités à payer, donc il faut que leur chantier redémarre quoi. Et donc on voit bien quand même là ce qui motive, les motivations des uns et des autres. D'un côté il y a l'inspecteur du travail qui lui vient pour faire respecter le code du travail et donc d'une certaine façon rééquilibrer un peu la balance dans l'entreprise, parce que le code du travail c'est ce qui fait qu'à un moment l'employeur qui est celui qui décide, qui est celui qui organise le travail, qui est celui qui donne des ordres, son pouvoir soit un petit peu rééquilibré avec ce code du travail qui à un moment vient fixer des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et l'inspecteur du travail, lui, il vient pour vérifier justement si ça fonctionne. Et là, il remarque que ça ne fonctionne pas, que les gens sont en danger, et l'entreprise, elle répond, bah oui, mais nous, on va payer des suppléments en gros parce que le chantier va prendre du retard. Et bon, c'est assez emblématique de cette question-là. Donc il y a cette question de l'intensification du travail. Il y a aussi, on en a un peu parlé, la question de l'externalisation du travail. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a complètement explosé le collectif du travail sur les chantiers, dans les entreprises. Aujourd'hui, vous avez des boîtes où la moitié des travailleurs sont des salariés d'entreprise et l'autre moitié, c'est des intérimaires en fait, qui viennent là pour une période plus ou moins longue. Et ça a des conséquences. C'est qu'aujourd'hui, sur des chantiers plus ou moins gros, vous allez faire venir des travailleurs intérimaires, des travailleurs sous-traitants, donc des entreprises qui vont venir travailler pour vous, des travailleurs détachés, et ça c'est le fonctionnement européen, des auto-entrepreneurs aussi, qui sont de plus en plus nombreux, et qui ont l'avantage pour l'employeur, pour le donneur d'ordre qui va les faire venir travailler, qui ne sont pas ses salariés. Et donc il n'y a pas de cotisation à payer sur ces travailleurs-là, ou des travailleurs sans papier, qui sont aussi très nombreux. On voit en Île-de-France, c'est sans papier ou étrangers d'ailleurs, mais je crois qu'en Île-de-France, c'est 60% des travailleurs du gros œuvre dans le BTP qui sont des travailleurs étrangers. Parmi ces travailleurs étrangers, il y a des travailleurs sans papier. D'ailleurs, sur les chantiers du Grand Paris, l'inspection du travail est plusieurs fois intervenue sur ce sujet-là. Et donc, vous avez toutes ces personnes-là qui se retrouvent à devoir travailler sur un même chantier. Et en termes d'organisation du travail, en termes pas de cohérence, mais de lien fait entre les gens, ce n'est plus du tout la même chose que lorsqu'on avait un collectif du travail dans une entreprise.
notamment avec sur la question syndicale, par exemple. Bon, bah là, c'est difficile parfois pour les syndicats de venir porter une parole parce que celui qui est là aujourd'hui, il est plus là demain, il est ailleurs. Il appartient à une entreprise et puis lui à une autre. Puis lui, il est indépendant et ça devient quand même compliqué. Et ça, c'est assez volontaire d'avoir cassé ce monde du travail. Et l'aboutissement de tout ça, c'est l'uberisation, où là, carrément, on fait bosser des gens qui, en fait, ont un statut d'indépendant. Les livreurs Uber, ils travaillent pour un outil qui n'est même plus un outil humain, en fait. Ils rencontrent jamais d'êtres humains dans le cadre de leur travail. Enfin, ce que je veux dire, c'est que leurs employeurs ne sont pas des êtres humains, quoi. Ne sont même pas d'ailleurs considérés comme leurs employeurs, puisqu'ils sont soi-disant indépendants, mais qu'en réalité, ils dépendent d'un algorithme, d'une organisation très précise du travail, des tarifs qui sont réglementés par la plateforme. Et donc, au final, ils sont indépendants. La seule chose qu'ils font eux-mêmes, c'est de trouver leur matériel, de l'entretenir, etc., etc. Et donc, on a une intensification du travail, une externalisation du travail qui est responsable, enfin, qui joue un rôle dans la désorganisation finalement du travail. C'est la DARES, donc les services statistiques du ministère du Travail, qui dit que la sous-traitance est intrinsèquement liée à un taux d'accident du travail élevé. Donc c'est donc quelque chose de connu. La sous-traitance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir recours à une entreprise extérieure pour une mission particulière. Et donc souvent sur ces gros chantiers, on a un gros donneur d'ordre, donc je sais pas, ça va être Bouygues ou ce genre de boîte-là, qui va faire appel à une entreprise pour une partie du chantier. Et la plupart du temps, cette grosse entreprise-là à qui on a fait appel, fait elle-même appel à une autre pour une partie de ce qui lui a été confié, qui elle-même fait appel encore à une autre. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une cascade de sous-traitance ou un millefeuille de sous-traitants qui se constitue. Et arrivent en bout de chaîne la plupart du temps les entreprises les moins grosses, celles qui ont les salariés les moins formés, les plus précaires. C'est souvent des travailleurs intérimaires qui vont travailler pour un petit artisan, une petite boîte. Et c'est sur eux qu'on va faire peser les risques, puisqu'en réalité, la sous-traitance, c'est la sous-traitance des risques. Et c'est ça qui est même fou, quand on y réfléchit bien, c'est que la plus grosse boîte, qui est celle qui a le plus de moyens pour faire de la prévention, de la formation pour ses salariés, qui a le matériel le plus sophistiqué, parce qu'elle a les moyens de l'avoir, qui fait appel finalement au bout de chaîne à l'entreprise qui a les moins de moyens, qui a les salariés les moins formés, qui n'a pas le temps en fait de faire tout le travail de prévention, etc. Et qui fait porter à cette entreprise-là les risques. Et en fin d'année, le donneur d'ordre principal dira, regardez, nos chiffres, on a moins d'accidents du travail, on n'a pas de mort au travail, mais en réalité, quand on fouille et qu'on va regarder les sous-traitants de l'entreprise, l'histoire n'est plus du tout la même. Tu parles donc de la sous-traitance qui se développe, l'uberisation, la précarisation. Tu as parlé aussi du code du travail qui est aussi attaqué depuis de nombreuses années. Tout ça, c'est lié à la course au profit, qui est centrale dans le capitalisme et dont tu parles aussi dans le livre. Et du coup, par rapport à ça, quelle est la responsabilité des employeurs, des patrons, des multinationales? Notamment, à un moment dans l'ouvrage, tu cites une mère d'une victime qui demande si les multinationales ne doivent-elles pas être condamnées civilement à une amende punitive quand elles violent la loi sur l'autel des profits. Donc, pour toi, quelle est la responsabilité de ces grandes entreprises? Et là, tu parlais justement du cas de la sous-traitance. En fait, tu montres que c'est le gros donneur d'ordre qui a une responsabilité importante. Donc, est-ce que tu peux nous en dire? C'est ce qui est évident, c'est que ces grosses entreprises, c'est elles qui organisent le chantier, qui sont à la base de tout ça. Alors derrière, aujourd'hui, elles ont trouvé tout un tas de combines entre guillemets, mais légales, pour justement se déresponsabiliser en fait de tout ce qui va arriver. C'est le recours à des travailleurs intérimaires, c'est le recours à des travailleurs sous-traitants, à des auto-entrepreneurs. Alors en réalité, si on regarde la loi, c'est pas parce qu'on fait venir un intérimaire qu'on n'est plus responsable de rien. Mais ça, c'est la réalité de la loi. Et après, il y a la réalité de ce qui va se passer le jour du procès, par exemple. Et ce qu'on remarque, c'est à peu près toujours la même chose. Lorsqu'un accident survient, un accident mortel, par exemple,
Qu'est-ce qui se passe? Bah, l'inspection du travail mène son enquête, la police, la gendarmerie aussi. Et le procès arrive, alors souvent 3, 4, 5 ans, peut-être même après. Et là, la position qui est tenue par les entreprises lorsqu'elles sont sur le banc des accusés, hein, parce que souvent le donneur d'ordre principal, il y est pas sur le banc des accusés en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remonte un ou deux donneurs d'ordre au-dessus de la victime. C'est rare qu'on aille jusqu'en haut. Hein. Donc souvent, bah, déjà, ils y échappent. Et quand ils y échappent pas, bah, c'est toujours le même argument. Premièrement, ça va être c'est la faute de la victime. C'est toujours ça. Hein. Et ça, c'est à peu près dans 99% des cas, l'employeur dit que c'est la faute de la victime. Alors c'est pratique puisque la victime, elle est plus là pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est surtout un raisonnement qui est absurde. Quand bien même la victime commet une erreur, ce qui arrive, quand bien même un de ses collègues commet une erreur, ce qui est essentiel de se demander si on veut que ça ne survienne plus, c'est pourquoi une erreur a été commise. La personne était-elle assez formée? La personne travaillait-elle d'ailleurs sur son temps de travail habituel? Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient évolué? Est-ce qu'il n'y avait pas une pression aussi qui était trop forte? Est-ce que la personne travaillait à son poste? Est-ce qu'elle travaillait à un autre poste? Est-ce que d'habitude, c'est ces conditions de travail-là? Est-ce qu'elles sont différentes? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se... Les conditions de sécurité aussi, de Oui, protection. est-ce que tout a été respecté? Est-ce que tous les process justement de sécurité auxquels l'entreprise est censée réfléchir? Parce que la prévention, l'entreprise elle est censée faire de la prévention, c'est justement anticiper le fait que l'accident puisse survenir. Et donc souvent c'est on met tout sur le dos de la victime et ensuite parce qu'on est dans des schémas de sous-traitance ou parce qu'on recrute des intérimaires, bah c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Moi, j'avais confié telle tâche à telle entreprise. Si après, bah, c'est de leur faute. Et donc l'entreprise en dessous, elle se défend en disant bah non, il nous avait dit c'est de sa faute à lui. Et souvent tout le monde, comme ça, on se renvoie la balle. Hein. Il y a clairement personne n'assume parce qu'après il faut assumer les conséquences financières. Donc personne n'assume. Pendant ce temps-là, bah, la famille de la victime, bah, elle entend parfois des choses terribles. Parce que bah, l'entreprise en face essaye de s'en sortir. Souvent, c'est le pot de terre contre le pot de fer, parce que l'entreprise, si elle est plus ou moins grosse, bah, elle a des avocats spécialisés pour se défendre. La famille de la victime en face, bah, parfois, elle a un avocat qui fait son boulot, mais qui est pas forcément spécialisé, en plus, sur cette question-là. Donc, c'est souvent très, très difficile, c'est long, ça coûte de l'argent, c'est pénible. Et donc, l'entreprise, c'est pas de ma faute. Soit c'est la faute de la victime, soit c'est la faute de la boîte d'intérim qui nous avait pas prévenu que la personne n'était pas formée. Et la boîte d'intérim, elle va se retourner en disant ah bah non, nous on y est pour. Ça c'est toujours comme ça. Et puis parfois, il y en a qui arrivent en plus à trouver dans la loi, donc légalement arrivent à contourner leurs responsabilités. Je pense il y a quelques années à une entreprise qui s'appelle Paprec Environnement. Donc c'est une grosse entreprise dans le traitement des déchets, etc. Eux, ils ont réussi à s'en sortir parce que jusqu'en 2019, la loi permettait à une entreprise qui était, par exemple là, qui avait été coupable, en tout cas qui était sur le banc des accusés, si ces entreprises, par une question de fusion-absorption, étaient absorbées par une autre partie du groupe, eh bien, elle échappait aux poursuites judiciaires. Et Paprec Environnement a réussi, c'est un accident qui était survenu en 2014, je crois. Le procès a eu lieu en 2019 et la loi n'a évolué qu'en 2019, 2020, quelque chose comme ça. Et donc jusque-là, un gros groupe pouvait fusionner, absorber une de ses filiales pour lui faire échapper à sa propre responsabilité. Et donc ce jour-là, sur cet accident, qui est un accident terrible, eh bien, Paprec Environnement n'a pas été poursuivi, et c'est, il me semble, le constructeur de la machine qui s'est retrouvé tout seul sur le banc des accusés. Et donc parfois, donc ça c'est plus possible de le faire aujourd'hui, heureusement, mais en tout cas, quand ils ont des bons conseillers, ils arrivent à contourner leurs responsabilités, et ça c'est assez terrible, parce qu'en plus, on se dit, bah, un homme est mort, et ceux qui sont responsables ne seront même pas condamnés. Et de toute façon, quand ils le sont, malheureusement, c'est souvent des condamnations qui, je dirais pas que c'est anecdotique, mais alors c'est des condamnations pour homicide involontaire. On pourrait avoir des débats sur ça, mais en tout cas, c'est des condamnations pour homicide involontaire, avec des amendes qui vont... je crois que la moyenne des amendes pour un accident du travail, c'est autour de 30 000 € pour une entreprise.
ce qui, pour des gros groupes comme ceux dont on parle depuis tout à l'heure, ne représente pas grand-chose. Alors parfois, ça monte jusqu'à quelque chose comme 300 000 euros. Ça va rarement au-delà. Mais bon, pour une grosse boîte, 300 000 euros, quand on fait des milliards d'euros de bénéfices, c'est finalement pas grand-chose, quoi. C'est vrai que parfois, on voit des employeurs qui arrivent à échapper à la condamnation, parce qu'il y a rarement des peines de prison, il n'y aura jamais de prison ferme. Et lorsque ça arrive, bah, il y a toujours une bonne raison pour que la personne n'aille pas en prison de toute façon. C'est souvent des condamnations à de la prison avec sursis, mais en fait le procès a lieu tellement longtemps après l'accident, avec des peines qui sont ridicules face à la mort d'un homme, que bah, en fait c'est pas dissuasif. Et donc bah, ça ne joue pas, la justice finalement ne joue pas vraiment son rôle. Quelqu'un est condamné, et ça c'est un soulagement pour la famille quand même. Mais est-ce que ça va permettre d'éviter un accident à l'avenir? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus précisément en quoi l'intérim ou la sous-traitance, l'ubérisation, les travailleurs détachés ou les travailleurs sans papier, en quoi toute cette organisation du travail augmente les risques d'accident du travail? Alors, ça augmente les risques parce que du coup, on se retrouve avec un travailleur qui arrive de l'extérieur pour venir à l'occasion d'une mission, une semaine, un mois, peut-être moins, arrive pour travailler. Donc déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'habitude de travailler avec les collègues avec qui il sera cette fois-ci. Alors parfois, les gens finalement reviennent et en fait, les habitudes s'installent, mais pas toujours. Que ce soit le travailleur intérimaire ou le travailleur sans papier ou le travailleur détaché peut venir comme ça à une occasion. Donc déjà, il y a cette question-là, l'idée que bah c'est pas quelqu'un qui vient travailler avec des collègues qui sont ses partenaires de tous les jours depuis des semaines, des mois, des années, qui sont aussi des soutiens, qui sont ses yeux aussi pour le prévenir. C'est quelqu'un qui vient à l'occasion d'une mission. Ça ne veut pas dire que les collègues s'en foutent de lui, mais les relations sont pas du tout les mêmes déjà. Ensuite, cette personne, elle arrive, et ce que je disais tout à l'heure, on va lui demander d'être opérationnel tout de suite, très vite. Or, bah, on arrive dans un environnement nouveau, des collègues nouveaux, une organisation du travail nouvelle, des tâches et des missions nouvelles, et donc bah, tout ça, ça nécessite aussi du temps. On remarquera d'ailleurs que parmi les travailleurs intérimaires, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas toujours très bien formés. Avec parfois des boîtes d'intérim qui cachent aussi ce genre d'informations sur. Donc, on se retrouve à venir travailler, avoir une tâche qui va nous être demandée, à devoir être polyvalent parce que on va nous demander de remplir une tâche, puis une autre parce qu'un tel ou un tel est absent. Et donc, on se retrouve comme ça avec des travailleurs qui sont souvent d'ailleurs des travailleurs précaires, qui parce qu'ils sont précaires, ont peur de perdre ce travail-là, se disent bah moi j'aimerais bien pouvoir revenir à l'occasion d'une mission ici dans une semaine, dans un mois, et donc vont parfois vont plus facilement accepter des conditions de travail qui ne sont pas des conditions de travail que peut se permettre de ne pas accepter. Et c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours si facile d'ailleurs. Un salarié qui va se défendre, qui va connaître ses droits, qui a un syndicat qui est puissant dans l'entreprise. Là, quand on arrive à l'occasion d'une mission pour une semaine ou deux, c'est beaucoup plus compliqué. Puis voilà, on arrive de l'extérieur, donc l'employeur tout de suite, déjà, ce n'est pas son salarié qui travaille ici, donc il y a tout de suite une forme de déresponsabilisation qui s'installe quand même, hein, plus ou moins importante, mais il y a vraiment et ça c'est vraiment, je pense, un enjeu aussi dans les années à venir, c'est cette question de la responsabilisation et de la déresponsabilisation des employeurs, parce que c'est vraiment une petite musique qu'on entend de plus en plus, cette idée que soyez vous-même responsable de votre sécurité au travail. Oui, on n'est pas fou, on n'a pas envie de mourir au travail, donc à un moment on fait attention à ce qu'on fait. Mais le responsable de la sécurité et de la santé au travail, c'est l'employeur. C'est le code du travail, ça. Et donc ça, on peut pas revenir dessus en venant nous dire que il faut être soi-même responsable de sa propre sécurité au travail. Et cette petite musique-là, on l'entend beaucoup. Et ça coïncide aussi avec ce qu'on dit là, cette externalisation de la main-d'œuvre, ce recours à une main-d'œuvre qui vient à l'occasion d'une mission pour un temps court, qui un jour ira sur un chantier et demain sur un autre. Et ce qu'on disait, oui, et que l'aboutissement de tout ça, c'est ce système Uber où finalement
celui qui vient travailler n'est plus un salarié, c'est quelqu'un qui au contraire vient en tant que prestataire, qui vient travailler pour un client et non plus pour son employeur. Et alors là, bah, c'est plus de cotisation, accident du travail et maladie professionnelle, et c'est une responsabilité pour les entreprises qui n'est plus du tout la même. Je pense à des accidents du travail mortels qui ont eu lieu dans ce genre de situation. Un travailleur qui a sa boîte, qui vient travailler sur un chantier, j'en pense à un qui s'appelle Youssel Moutlou, qui est mort sur le chantier d'agrandissement d'un Leclerc à Argence en Normandie. Il arrivait en 4e position de sous-traitance. Il avait sa boîte avec un ami à lui il travaillait sur un mur, je sais plus, c'est un immense mur d'une vingtaine de mètres le mur s'est effondré et il est mort. Derrière, personne n'a été condamné parce qu'on a estimé que il est travailleur indépendant et qu'en fait il aurait dû Il était responsable. voilà, il aurait dû s'arrêter de travailler puisqu'il pensait qu'il y avait un moment à risque. Et ça, c'est horrible parce que c'est de croire que le travailleur indépendant a cette liberté-là à un moment de dire non, c'est se leurrer parce que la plupart du temps, le travailleur indépendant, il fait 50, 60, 70%, parfois 100% de son chiffre d'affaires avec une seule entreprise. Michel Brahim, dont je parlais tout à l'heure, qui est cette victime qui a chuté du toit de la préfecture de Versailles en janvier 2019, il faisait 70% de son chiffre d'affaires avec l'entreprise pour laquelle il travaillait ce jour-là. Entreprise qui n'avait d'ailleurs pas déclaré à la préfecture de Versailles qu'elle avait sous-traité une partie du chantier à ce travailleur indépendant. Donc on voit comment tout devient beaucoup plus compliqué. Quand la personne elle est salariée de l'entreprise, bon bah les salariés d'entreprise c'est assez simple à comprendre. Quand on arrive dans ce genre de schéma, tout devient flou en fait, et c'est un flou qui est assez organisé en fait, hein, et qui est voulu. Quels sont les métiers les plus exposés aux accidents graves et mortels et quelles sont les principales causes de décès en général? Bah alors sur les accidents graves et mortels, on va beaucoup retrouver des métiers qui, bah, finalement qu'on retrouve depuis, qui sont assez classiques entre guillemets dans cette question de l'accidentologie au travail, c'est le BTP. Malheureusement, où là, on a dit, c'est un mort par jour travaillé dans le BTP. On a beaucoup de chutes, notamment dans le BTP. Et si il y a de la prévention, il y a de la formation, beaucoup de choses qui sont faites sur cette question-là. Il y a encore beaucoup de chutes. Ça, c'est lié notamment avec cette accélération du travail, cette intensification du travail. On va vite. Et les chutes, c'est un vrai fléau dans le BTP. Il y a beaucoup aussi d'effondrements, de charges, d'effondrements de murs, de structures, parce qu'il faut aller vite, sont mal. Je me souviens de la mort d'un homme dont j'ai oublié le nom qui est décédé sur un chantier parce qu'en fait, il fallait aller vite et qu'on n'avait pas laissé le temps au mur d'être assez solide, qu'on n'avait pas assez consolidé le mur parce qu'il fallait aller vite. Et donc on a fait travailler les ouvriers et finalement le mur s'est effondré. Et là c'est vraiment cette idée qu'il faut aller vite et que finalement bah là c'est les profits contre les vies quoi. Le chantier doit être rendu à temps. On va faire prendre parce que là celui qui fait travailler les ouvriers ce jour-là, il sait en fait qu'il va leur faire prendre des risques et pourtant il le fait quand même. Et donc on a beaucoup de BTP, on a beaucoup de monde agricole. Donc là dans le monde agricole, c'est à la fois des ouvriers agricoles et des agriculteurs. Donc là, des exploitants, il y en a énormément. C'est beaucoup d'accidents avec des machines, avec des tracteurs. Franchement, ça, j'en vois énormément dans le monde agricole. Il faut savoir que c'est quand même des machines qui sont des machines immenses, surpuissantes. C'est aussi dans le monde agricole que j'ai recensé la victime la plus jeune de toutes les victimes que j'ai malheureusement pu recenser. C'est Arthur Fréau, un jeune de 14 ans, qui est mort dans une exploitation agricole. Mourir à 14 ans, enfin dans le monde agricole on peut démarrer dès 14 ans, c'est des stages en fait, et c'est assez dramatique. Il y a beaucoup d'accidents du travail qui touchent des jeunes aussi dans le monde agricole. Donc le BTP, le monde agricole, l'industrie aussi, et puis au fur et à mesure moi j'ai découvert des métiers auxquels je pensais un peu moins, les métiers du bûcheronnage, le métier de marin-pêcheur. Les marins-pêcheurs, c'est
une fréquence de la mort qui est 20 fois supérieure à la moyenne des travailleurs en France, quoi. Et c'est vrai que c'est des métiers où on se retrouve dans un environnement qui peut être hostile, que ce soit le bûcheronnage ou les métiers de la pêche. Les métiers du transport aussi, de la livraison. Bon, là, dans les métiers du transport, c'est beaucoup d'accidents de la route, beaucoup de problèmes aussi avec des charges, parce que c'est beaucoup de malaise cardiaque aussi chez les chauffeurs routiers, parce qu'il y a à la fois la tâche de conduire, il y a aussi les tâches de manutention, qui sont très fatigantes. C'est aussi des métiers où bah voilà, on est assis en fait toute la journée dans un camion, et ça joue aussi sur la santé. Donc beaucoup de malaise cardiaque au travail. C'est l'une des premières, c'est peut-être même la première cause de mort au travail. Alors certains diront, bah oui, mais un malaise cardiaque, il aurait pu l'avoir chez lui. Son malaise cardiaque, c'est souvent ce qu'on me dit. Il me s'avère que ce jour-là, le malaise cardiaque, la personne l'a au travail. Et il y a en France une règle, c'est la règle de l'imputabilité. Tout accident mortel qui a lieu sur le lieu du travail est imputable au travail. C'est ensuite à l'employeur d'apporter des preuves que le travail n'a pas joué un rôle dans la mort de cette personne. La plupart du temps, c'est impossible, puisque le travail a joué un rôle. Peut-être qu'il n'est pas le seul à avoir joué un rôle dans la mort, mais il a joué un rôle. Et à partir de ce moment-là, il y a reconnaissance de l'accident du travail. Donc beaucoup de malaise, beaucoup des accidents de la route aussi. L'accident de la route, c'est pas que le chauffeur routier ou le livreur, c'est aussi, je sais pas moi, l'infirmière qui fait sa tournée en voiture. Là j'en ai encore vu dernièrement, c'est des livreurs de journaux qui bossent en pleine nuit, qui vont livrer les journaux pour le quotidien local et qui, à 4 heures, 5 heures du mat, sillonnent les routes parfois dangereuses. Donc des chutes, des effondrements de charges. Grosso modo, c'est ce type d'accident-là qu'on va qu'on va retrouver avec des victimes, donc parfois qui sont très jeunes, et aussi on remarquera beaucoup de victimes de plus de 50 ans, ce qui amène aussi à réfléchir à cette question dont on n'entend plus trop parler de l'âge de départ à la retraite. On se rend compte que ceux qui sont déjà les plus touchés par la mort au travail vont se retrouver à devoir travailler 2 années de plus, les années où clairement on est les plus fatigués, le corps est le plus usé. Ça jouera évidemment un rôle, quoi. Dans ton livre, tu parles aussi de l'évolution inquiétante des accidents du travail chez les femmes. Quels sont les chiffres et quels sont les secteurs qui sont concernés? Alors en effet, quand on pense, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des accidents graves et mortels, et c'est vrai que les accidents mortels touchent essentiellement des hommes, parce que ce sont les secteurs dont on vient de parler, le BTP, le transport routier, le monde agricole, ce sont des métiers où il y a une main-d'œuvre assez masculine. En réalité, les accidents du travail touchent aussi évidemment une main-d'œuvre féminine, et là, on entre sur d'autres secteurs d'activité. Ça va être le service à la personne, le nettoyage, la grande distribution. Le secteur de la santé aussi, de façon générale. C'est des secteurs où il y a beaucoup de tâches répétitives. On voit par exemple que 60% des troubles musculo-squelettiques touchent des femmes. Les troubles musculo-squelettiques qui sont pas reconnus dans les accidents du travail, sont reconnus dans les maladies professionnelles. Et on remarque que les 2 tiers des victimes de ces troubles musculo-squelettiques sont plutôt des femmes. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a vraiment une augmentation très forte des accidents du travail et des maladies professionnelles depuis une vingtaine d'années qui touchent une main-d'œuvre féminine. Pour les maladies professionnelles, je crois que c'est 140% d'augmentation. Et pour les accidents du travail, c'est quelque chose comme 40% d'augmentation. Tandis que chez les hommes, sur 20 ans, la courbe baisse plutôt. Mais au final, les courbes ne se rejoignent pas encore, mais c'est tout de même un phénomène assez inquiétant, d'autant plus que on en parle peut-être encore moins, quoi. Quand on parle des accidents du travail, on va tout de suite penser le BTP, on va moins penser à la personne qui passe ses journées à nettoyer, à s'occuper de personnes âgées, à les aider à se déplacer, et qui en fait ce sont des métiers qui peuvent être très très difficiles, très très pénibles, très très usants pour le corps. Et c'est vraiment, il y a une enquête qui a été faite par Disclose il y a quelques temps là-dessus, et qui vraiment reprend toutes les données et toutes les informations de façon assez précise sur ce sujet-là. Et par rapport aux accidents du travail, est-ce qu'il n'y a pas des services
qui sont chargés de contrôler. Donc tu as parlé des inspecteurs du travail. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des services de contrôle, de médecine du travail ou de prévention qui permettraient d'empêcher tous ces accidents? Alors il y a évidemment des tas d'acteurs de la prévention, des tas d'agents de l'inspection du travail, des CARSAT, de la médecine du travail qui ont un rôle terriblement important. Malheureusement, ce qu'on remarque quand même depuis, si on regarde 10 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu en 2017, avec les ordonnances Macron, la suppression des CHSCT, donc des comités hygiène, sécurité et conditions de travail dans les entreprises. Ces comités, qu'est-ce que c'était? En fait, c'était donner aux représentants du personnel spécialisés finalement sur ces questions d'accident du travail, de sécurité et de santé au travail, l'opportunité de pouvoir mener un travail justement de prévention. C'était des acteurs les plus nombreux dans la prévention finalement au travail, de pouvoir mener des enquêtes, de pouvoir vraiment être des acteurs centraux de cette question-là. Et un CHSCT, ça avait du pouvoir, hein, ça pouvait bloquer, faire fermer une activité. Quand je dis faire fermer, c'était temporairement, hein, mais ça avait un vrai pouvoir. Donc ça a été supprimé, alors évidemment au grand plaisir du patronat, parce que c'est eux finalement que ça dérangeait le plus, pour être fusionnés aujourd'hui dans des organismes, les CSE, plus complexes, qui s'intéressent à tout un tas d'autres sujets que la sécurité et que la santé, et qui ont fait que la sécurité et la santé deviennent un sujet finalement annexe dans le travail de ces comités, où en plus on a du coup beaucoup moins de représentants du personnel qui s'intéressent à ces questions-là. Donc on a supprimé ça. On a une inspection du travail qui a été détricotée. Voilà, l'inspection du travail, il faut quand même savoir que c'est un service public. On a près de 400 inspecteurs du travail en moins sur les 6-7 dernières années. On a la CGT. Donc aujourd'hui, c'est 1600 inspecteurs du travail, c'est-à-dire 1 pour 11 000 salariés. Un inspecteur du travail pour 11 000 salariés. Ils sont 1600 pour, je crois que c'est 2 millions d'entreprises. Donc c'est démentiel. Je crois que c'est la CGT qui disait qu'il faudrait 4 à 5 000 inspecteurs du travail pour qu'ils puissent faire correctement leur contrôle. En sachant que l'inspecteur du travail, il n'est pas juste là pour contrôler, il joue aussi dans la prévention. Donc on a supprimé les CHSCT. On a une inspection du travail qui a subi, comme tous les services publics, une espèce de cure d'austérité avec des postes qui ont été supprimés. Et aujourd'hui, une inspection du travail qui se meurt finalement. On a des départements comme la Mayenne ou l'Oise où il y a la moitié des postes qui ne sont même pas pourvus. C'est-à-dire qu'il y a des postes, mais ils ne sont pas pourvus. Parce que c'est un métier dont on parle peu, dont les gens ont une vision très négative. Ils voient l'inspecteur du travail comme un chieur. Alors que l'inspecteur du travail, normalement, on l'a dit tout à l'heure, il vient quand même là pour vérifier justement que les droits des travailleurs sont respectés. Et il en va de même pour le médecin du travail, qui lui est vu encore plus négativement par les employeurs, parce que c'est eux qui doivent payer, par les salariés aussi, parce que le médecin du travail, c'est celui qui peut, à un moment, vous mettre en arrêt. Et là, la médecine du travail, c'est pareil. Donc là, c'est la loi El Khomri, la fameuse loi travail de 2016, où on a supprimé la visite d'embauche au travail, où on a clairement rendu beaucoup plus complexe le suivi de la santé des travailleurs. Il y avait une visite biennale qui a été supprimée. Enfin, il y a eu tout un tas de choses comme ça. J'allais dire sans qu'on s'en rende compte. On s'en est rendu compte puisqu'il y a quand même eu des grosses mobilisations à l'époque. Mais on a un peu oublié que tous ces trucs-là ont été supprimés ces dernières années. Et donc, des acteurs de la prévention, de la sécurité, de la santé, il y en a. Au-delà d'ailleurs de ceux que je viens de citer. Mais finalement, ils ont de moins en moins de moyens. Leurs tâches ont été rendues de plus en plus complexes. Et tout ça, c'est aux grandes dames des travailleurs qui sont victimes finalement de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire si les victimes obtiennent la justice et réparation? Enfin, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure sur comment se déroulaient les procès, mais quelle est la responsabilité de l'État dans tout ça? Alors malheureusement, en France, l'indemnisation des victimes d'accidents du travail est un vrai scandale, puisque à préjudice égal, si vous êtes victime d'un accident de la vie ou d'un accident de la route, vous serez bien mieux indemnisé que vous êtes victime d'un accident du travail.
En gros, vaut mieux se casser une jambe dans la rue que sur son lieu de travail. Parce que la loi fait que la victime d'un accident du travail en France, elle a le droit à une indemnisation qui est, on dit, forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle ne prendra pas l'ensemble des préjudices. En sachant que le préjudice pour une personne qui est victime, il peut être physique, il peut être moral, le préjudice c'est quelque chose d'assez global. Et on se rend compte que, bah voilà, en France, ces indemnisations, elles ne rendent pas, elles ne prennent pas en compte la totalité de ce préjudice. Il y a un exemple qui est assez frappant, qui a été mis en avant par la FNAT, la Fédération nationale des accidentés de la vie et du travail, qui est celui de l'entreprise AZF en 2001, où on a cette explosion sur dans cette usine, explosion dont les dommages dépassent largement l'usine, et finalement se retrouvaient mieux indemniser les personnes qui ont été victimes en dehors de l'usine que ceux qui travaillaient sur place. Parce que celles qui travaillaient en extérieur ont pu se regrouper en collectif pour demander une indemnisation totale, tandis que les travailleurs, eux, dépendaient de la règle des accidents du travail. Et cette règle, elle est moins bonne. Et finalement, il a fallu que tous ces gens se battent, aillent de procédure en procédure, pour que finalement ils obtiennent une réparation qui sera la même que les autres. Mais si tu ne te bats pas, finalement, bah, tu ne l'obtiendras pas, parce que la loi, elle ne fonctionne pas comme ça. Donc, obtenir justice, c'est souvent compliqué, c'est long. Pour les victimes ou pour les familles de victimes quand il y a eu accident mortel, c'est une double procédure, une procédure au pénal, une procédure au civil. Il faut essayer de faire reconnaître la faute inexcusable de l'entreprise. Donc, c'est des procédures qui sont longues, qui sont complexes, qui sont pénibles, qui nécessitent d'être accompagnées, défendues par un avocat, ce qui coûte de l'argent. C'est ce que demandent d'ailleurs aujourd'hui les collectifs de familles de victimes, c'est de pouvoir être aidés, de pouvoir être accompagnés judiciairement, financièrement, psychologiquement aussi, parce que il y a aussi cette question-là qui est à prendre en compte. Donc malheureusement, on a une justice qui est, à mon sens, défaillante parce que on a des procès qui arrivent terriblement longtemps après l'accident, qui ne permettent pas de pouvoir réfléchir de façon globale aux enjeux. Et en plus, on a, ça relie avec la question précédente sur, par exemple, l'inspection du travail. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail dénoncent le fait que la justice ne donne pas toujours suite aux demandes de l'inspection du travail lorsque des procès-verbaux sont dressés par les inspecteurs. Il y a une enquête qui a été faite en Seine-Saint-Denis, dans d'autres départements, qui montrait qu'un tiers des procès-verbaux ne donnent pas lieu à des condamnations. Un tiers des procès-verbaux donnent lieu à une condamnation, et le tiers restant, 6 ans après le fait que le procès-verbal soit dressé, n'avait toujours pas donné lieu à une décision de la justice. Donc en fait, cette lenteur de la justice, cette mansuétude de la justice, il faut quand même bien comprendre que nous, si on paye pas notre parking, on se prendra une amende. Mais il y a un tiers des condamnations des employés, des procès-verbaux pour les employeurs qui n'ont pas respecté le code du travail, où là, tout d'un coup, hop, ils échappent à la condamnation. Donc, je trouve que ça les responsabilise pas beaucoup. Et puis surtout, ça met finalement, ça ne les pousse pas non plus à modifier leur façon d'organiser le travail, puisque de toute façon, derrière, ils ne sont pas condamnés. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire que faire quand on est victime d'un accident du travail? Si tu peux conseiller un petit peu. Là, celui ou celle qui est victime d'un accident du travail, la première chose à faire, c'est le déclarer à son employeur le plus rapidement possible. Ça doit être dans les 24 heures qu'il faut le déclarer. Quand on peut le déclarer, évidemment, quand on est victime d'un accident plus grave, le délai n'est pas le même. Ensuite, l'employeur, lui, doit remplir une déclaration d'accident du travail qu'il doit envoyer à l'assurance maladie. Donc, selon le métier qu'on établit, c'est pas le même régime de l'assurance maladie, mais l'employeur, lui, a 48 heures pour faire ça. Il a obligation de le faire. S'il ne le fait pas, le travailleur peut le faire lui-même. Et l'employeur peut être condamné parce qu'il est obligé, en fait, de déclarer un accident du travail, même si dans les faits, ce n'est pas toujours fait. Ensuite, le travailleur, lui, il faut qu'il aille faire reconnaître ses dommages par un médecin du travail ou par un médecin pour pouvoir avoir un arrêt de travail. Cet arrêt de travail qui lui permettra de pouvoir bénéficier de la gratuité des soins et qui lui permettra aussi de pouvoir bénéficier d'une indemnisation journalière
qui est à hauteur de 80% du salaire sur le premier mois et qui descend ensuite à 60% du salaire. Donc être victime d'un accident du travail, c'est aussi perdre. C'est perdre physiquement parce qu'on a des douleurs, psychologiquement aussi parce que parfois on peut être très atteint selon le type d'accident, et c'est aussi perdre financièrement. C'est ce qui fait que parfois des gens préfèrent ne pas déclarer un accident du travail parce qu'ils savent qu'ils vont y perdre, et donc l'accident est déclaré comme un accident de la vie, et du coup le coût entre guillemets pèse sur le régime général de la sécurité sociale et plus sur les employeurs qui eux financent le régime accident du travail et maladie professionnelle. C'est ce qui fait que tous les 3 ans, il y a une commission qui se réunit pour évaluer le niveau de la sous-déclaration des accidents du travail, pour faire en fait basculer depuis les cotisations des employeurs vers le régime général de la sécurité sociale, le manque finalement qu'il y aurait avec cette sous-déclaration. Et aujourd'hui, on estime quand même que cette sous-déclaration, c'est un accident du travail sur 2. Évidemment, ce sont ceux qui ont entraîné les dommages les moins importants, puisque dans le cas d'un accident grave ou mortel, là, il y a intervention de la police, etc. Donc là, celui-là, ça va quand même être difficile de le cacher. Mais c'est tout de même une question qui amène aussi à réflexion. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Donc on rappelle donc, que tu as sorti ce livre, L'hécatombe invisible, pardon, Enquête sur les morts au travail, qui est très clair, très synthétique, et qui vous permettra de mieux connaître ce sujet dont on parle malheureusement assez peu, et où tu expliques bien les causes systémiques, globales, liées au capitalisme, aux multinationales et à l'État. Merci, à bientôt. Merci.